Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition, lancement officiel ce matin des travaux de la revue annuelle du plan de travail annuel 2021 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les détails sont à suivre dans ce journal. À suivre également dans un instant le sélectionneur intérimaire Moussa Latoundji qui a dévoilé aujourd'hui la liste des écureuils convoqués pour les journées FIFA de mars 2022. C'est à travers une conférence de presse. Et puis en hors du Bénin, j'allais dire, le journaliste français Olivier Dubois, enlevé alors qu'il était en reportage à Gao, dans le nord du Mali, le 8 avril 2021, est apparu dans une vidéo. Vous en saurez davantage dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fordé, a officiellement lancé ce matin les travaux de la revue annuelle du plan de travail annuel 2021 de son ministère. La cérémonie couplée au lancement du plan de travail annuel 2022 s'est déroulée en présence des responsables des directions techniques et structures sous tutelle du ministère. Compte rendu, Clémence Toncoin. Procéder à la validation du niveau atteint par les indicateurs, analyser les difficultés qui ont jalonné l'exécution du plan de travail annuel 2021 et prendre les dispositions nécessaires en vue de la réalisation de meilleures performances au cours de cette année 2022. C'est la finalité de cet atelier qui a regroupé tous les acteurs de la chaîne de dépenses du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Au-delà de l'évaluation du niveau d'exécution du plan de travail annuel et du niveau de consommation des crédits au titre de l'année 2021, nous allons retenir au cours des travaux de cet atelier de nouvelles résolutions et de nouveaux engagements pour une meilleure exécution de notre plan de travail annuel 2022. À cet effet, nous échangerons essentiellement sur les difficultés rencontrées au cours de l'année 2021, faire des propositions conséquentes pour corriger les insuffisances pour un meilleur départ. Au regard de l'importance de ces sujets à débattre, je voudrais nous exhorter tout au long de cette séance à une participation active. À cet exercice d'évaluation, il ressort un taux de 61,63% d'exécution physique globale contre 80% de prévision. Insatisfaite des performances, la ministre a invité les participants à des réflexions objectives. Les performances escomptées n'ont pas été atteintes. Le dynamisme collectif déployé pour la mise en œuvre globale du PTA 2021 s'est révélé insuffisant, avec 61,63% de taux d'exécution physique globale contre une prévision de 80%. Les réalisations sont largement en dessous des seuils de satisfaction. Nous sommes donc à l'heure du bilan annuel avec la nécessité d'explorer au mieux nos résultats. Nous devons nous interroger sur ce qui n'a pas marché, trouver les causes et les solutions pour mieux avancer. Je nous invite donc à mener des réflexions objectives et structurées en rapport au niveau d'exécution atteint et les nouvelles possibilités que nous pouvons déployer pour mieux atteindre nos objectifs. Nous avons le devoir et la responsabilité d'offrir des services de qualité à la hauteur des besoins de nos cibles. La présente revue du plan de travail annuel 2021 a été couplée au lancement du plan de travail annuel 2021. Insatisfaite des performances, la ministre a invité les participants à des réflexions objectives. Les performances escomptées n'ont pas été atteintes. Le dynamisme collectif déployé pour la mise en œuvre globale du PTA 2021 s'est révélé insuffisant, avec 61,63% de taux d'exécution physique globale contre une prévision de 80%. Le 2021 a été couplé au lancement du plan de travail annuel 2022.
Du côté de Yenawa, la dégradation des pavés en passant par Kowigbo et autres quartiers d'Akpakpa impose un calvaire récurrent aux usagers de la route, parfois au risque et au péril de leur vie. Une équipe de notre rédaction a sillonné quelques quartiers d'Akpakpa. Suivez ici le reportage. La voie pavée qui passe devant le 2e arrondissement de Cotonou est dans un état de dégradation avancée. Les pavés sont jonchés de trous et les dallettes des caniveaux affaissés par endroits. Une situation source d'insécurité bien connue du chef quartier Kowigbo, Léopold Govoy-Jean. Cette situation, c'est une situation qui date de longtemps parce que déjà l'entreprise qui a réalisé les travaux avant là, ils ont fait quelques arrêts qui est vraiment pénible pour les responsables de l'arrondissement comme quartier. Sinon, les dallettes qui traversent la voie, ils ont mal réalisé. Et ça fait que les dallettes là foncent dedans. Parce que les supports qui sont en bas ne sont pas larges pour tenir correctement les dallettes. Les populations riveraines se désolent de cette situation qui dure déjà plusieurs mois. Les trous sont un peu partout sur le tronçon et provoquent beaucoup d'accidents. Quand les camions tombent dans les trous, ils se retrouvent dans les caniveaux. La construction de la voie est faussée à la base. Quand il y a plu, elle s'affaisse. Bon, la situation ici, ça dure un peu. S'il pleut et que l'eau stationne, ça ferme les garde-fous, on ne voit pas. Donc facilement, tu peux tomber dans l'eau. Parfois, quand ils sont en excès de vitesse, ils ont tendance à heurter les caniveaux et puis il y a des dégâts sur la voie. À cause aussi des trous qui sont un peu partout sur les pavés. Le chef quartier dit ne pas baisser les bras face à cet état de choses. Il rassure que la réfection de la voie est déjà en cours d'étude et invite la population à la patience. Si on voit qu'il y a un endroit qui est vraiment criard, il cause beaucoup de dommages pour la population, nous avec le CA, on prend les dispositions pour réparer au moins un peu, pour ne pas faire peiner trop à la population. Les autorités actuelles, ils sont vraiment à pied d'œuvre. Ce n'est pas comme avant. Tout le monde est acharné maintenant pour le travail de la population. Je crois que la voie, ils sont dans le programme pour les réflexions. Donc, je vais souhaiter à la population de prendre les sang-froid. À Gassa-Godomé, dans la commune d'Aboumé-Calavi, l'école primaire publique est confrontée à certaines difficultés dans la traversée de la voie publique ainsi que l'absence de clôture pour l'école. Frédéric Espoir Mabou s'est rapproché des acteurs éducatifs de l'EPP à Gassa-Godomé. Suivez ici son reportage. École primaire publique d'Agassa-Godomé, un jour ouvrable, il est midi. Cet enseignant désigné maître de la semaine organise comme il peut les enfants pour assurer leur traversée sécurisée de la voie bitumée qui passe devant l'école. C'est la solution palliative trouvée pour une traversée plus ou moins sécurisée. Malgré la brigade de sécurité que nous avons installée dans l'école, à 10 h, les enfants s'échappent de l'école. Ils vont à la maison pour manger. La récréation ne dure que 15 minutes. Mais ils font pratiquement 30 minutes à la maison avant de revenir à 11 h. Or, la leçon a déjà commencé. Toi, enseignant, comment tu vas faire? Tu es obligé de supporter parce qu'il n'y a pas la clôture. Nous sommes au bord d'une voie publique. La vitesse n'est pas limitée. Pas du tout. Ils circulent comme ils veulent. Et parfois, ils renversent même les enfants et nous sommes obligés de gérer cela à midi. Pour régler ce problème, il nous arrive parfois de traverser la voie aux enfants. Mais c'est difficile, d'autant plus que toutes les classes ne sortent pas au même moment. Pour l'une des directrices des deux groupes qui constituent l'école primaire d'Agassa-Godomé, c'est un véritable casse-tête, la traversée des enfants. Même vous, adultes, vous ne pourrez pas traverser à 7h30. Les fonctionnaires, les commerçants, tout le monde est pressé d'aller à son lieu de travail, donc ils roulent à vive allure. Nous n'avons pas de passeurs.
on ne peut pas en prendre dans la mesure où il n'est pas possible que dans le budget scolaire, on investisse, on recrute du personnel. Et les rares passeurs que le chef du village a contactés ont voulu un salaire de 40 000, ce qu'il n'était pas en mesure d'assurer. Donc, pas de passeurs. Après maintes AG, on n'a pas pu trouver la solution. Le chef de village de la localité, très touché par les difficultés de la dite école, a mené plusieurs actions qui aujourd'hui restent sans succès. Mais Bara était au courant avec ses conseillers communaux. Vraiment rien ici. C'est moi-même qui ai entamé la clôture que vous voyez là. Hein? Et je voulais finir. Donc une des délégations communales est arrivée, m'a dit de stopper la clôture. Effectivement, j'ai exécuté au mot d'ordre. Sinon, j'allais finir la clôture de la devanture et mettre au moins une porte pour sécuriser d'abord l'école. Vous voyez derrière, j'ai pris des tôles et des pailles pour fermer le derrière. Sinon, ici, ça sert de devoir de passage à tous les usagers. Alors qu'on dit que c'est une école. Et c'est honteux, il ne doit pas. Donc moi, je voulais sécuriser. Donc comme la mairie m'a dit de laisser que la clôture de l'école, qui se trouve au bord des voies bitumées, sont dans le cahier de charge de Ebomaf. Ah, si c'est ça, donc je suis obligé d'exécuter. Mais ceci étant, jusqu'à présent, chaque fois si je fais le conseil, la réunion du conseil local, je mets tout ça là dans mon PV. Et chaque fois, le maire est au courant. Donc le maire Angelo aussi, il est arrivé. Je crois que les PV passés, j'en ai mis ça dedans aussi. Face à la situation, les acteurs éducatifs de l'EPP Agassa-Godomé s'en remettent à toute bonne volonté. Avec le président du bureau, puis on a rencontré le maire à propos de la clôture. Ils ont promis. Nous espérons que cette année 2022, cela va se réaliser. Voilà la première étape. Ça amoindrirait déjà les sorties intempestives. Ensuite, le passeur. Il nous faut un passeur, quelqu'un qui va aider les enfants au moment où l'enseignant sera absent de la devanture de l'école, qu'il continue parce que ce sont quand même nos enfants. Même s'ils sont en retard, nous les voulons vivants. Voilà notre deuxième priorité. Troisième chose, qui n'est pas difficile d'ailleurs, un ralentisseur au niveau de l'école. Un cri d'alarme qui mérite d'être écouté quand on voit la vitesse à laquelle les usagers roulent sur la voie, mais surtout quand on sait que nos enfants d'aujourd'hui constituent le pays de demain. Les écureuils du Bénin participent aux prochaines journées FIFA de mars 2022. 3 rencontres attendent le sélectionneur intérimaire Moussala Toundji, des matchs qui seront joués en terre turque. Il s'agit bien sûr des matchs face au Togo, la Sierra Leone et le Malawi. C'est dans cette optique que Moussala Toundji était face à la presse ce matin, une conférence de presse qui lui a permis de rendre publique la liste des joueurs. 4 nouveaux joueurs vont faire leur apparition parmi les 23. Suivons ici la liste des joueurs convoqués et les arguments qui sous-tendent l'appel des nouveaux joueurs. Moussala Toundji est au micro de Frédéric Espoir Oumabou. La liste des joueurs convoqués. Alagbe Kassifa Saturnin, Dandino Marcel, Agbeinou Guillaume, Adenon Abdul Khaled, Adileou Moïse, Assoba Youssouf, Doremus Melvin, Kiki David, Roche Johan, Tidjani Mohamed, Vedon Olivier, Akhlenvi Matteo Dalmeida, Sexy Kossi Rodri, Olaitan Junior, Béakou Roland, Thibozo Ange Josué, Dossou Jodel, Kouko Marcelin, Mounier Steve, Soukou Sebio, Tidjani Anan et Tossin Ayegoun. Puisqu'il y a un bon moment que Michel et moi, qu'on suivait ces joueurs-là, ils sont sur notre répertoire et donc il y a longtemps qu'on les suit. Vous savez, c'est des Béninois, c'est des jeunes joueurs qui évoluent dans un, disons,
dans un championnat, disons, il n'est pas encore vraiment au top, mais dans les catégories d'âge, mais c'est des joueurs il faut supporter, il faut essayer de les faire avancer. Et Jordan, c'est un métronome, mais comme je vous ai dit, c'est un match amical et il faut essayer de tester les nouveaux aussi. Et ceux qui sont tout le temps sur les bancs, il faut les tester maintenant pour voir de quoi ils sont capables. J'ai essayé d'enlever Cédric et au même moment, il a un petit problème d'adducteur. N'oubliez pas, il s'est fait opérer en novembre et presque là où nous sommes, il joue presque les 90 minutes dans son club. Et pour l'avoir bien en forme en juin, je pense que c'est le moment qu'il va se faire soigner, puisque j'ai discuté avec lui, il va se faire soigner en cette période-là pour qu'on le retrouve bien en juin. Hors du Bénin, c'est la première preuve de vie depuis mai 2021. Le journaliste français Olivier Dubois, enlevé alors qu'il était en reportage à Gao dans le nord du Mali. Le 8 avril 2021 est apparu dans une vidéo. Olivier Dubois, unique otage français connu dans le monde, est seul à l'écran, paré d'un chèche bleu et visiblement en bonne santé. Il s'adresse à ses proches et au gouvernement français. Un motif de soulagement pour sa famille. 1 minute et 9 secondes, c'est court, mais cette vidéo fait un bien énorme à tous les proches d'Olivier Dubois. Les différents membres de sa famille ont fait part de leur joie devant ces images d'Olivier Dubois, apparemment en bonne santé et dont la voix et les propos dégagent une certaine force et leur donnent confiance, même si, bien sûr, une preuve de vie ne permet pas de préjuger de la suite des actions entreprises pour sa libération. Il n'y a d'ailleurs pas de réaction à ce stade de la part des autorités maliennes et françaises. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter et Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et bonsoir à vous.